Bien le bonsoir, chers auditeurs et spectateurs. Vous êtes sur la chaîne De Vérité à Venir. Dès lors, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait, liker, commenter et trouver la flèche juste en dessous pour faire des posts de partage ou bien prendre l'URL et la mettre sur Facebook, Twitter ou encore par mail. Jusqu'à présent, vous m'avez vu traiter l'actualité, faire des analyses, qu'elles soient sur les religions ou non, les phénomènes politiques ou encore les mouvements migratoires et ce que ça inclut derrière. Et aujourd'hui, je voudrais pousser la démarche un peu plus loin. J'ai déjà fait de la philosophie et j'étais en pleine réflexion sur ce qui existe, ce qui n'existe pas. Quelles peuvent être mes expériences qui viennent à me tromper sur la réalité et à en faire commenter certains en disant que je suis discriminant, voire extrême envers les nouveaux venus en Europe et ce que certains appellent les chances. Alors nous étions sur une fracture identitaire, on a abordé les réseaux de passeurs en observant que ce n'était pas les plus nécessiteux, les personnes subissant la faim, la galère quotidienne, voire l'emportement dans les guerres involontaires. Nous étions sur les classes moyennes qui rêvent de quelque chose de meilleur autre part. Donc, ils vont faire appel à différents réseaux de passeurs, également à ceux qui font les faux papiers ou non, qui vont leur permettre après de traverser pays en pays jusqu'à la destination souhaitée. Et de là, des associations qui, aux frais du contribuable, leur permettent d'avoir un logement, des habits, de la nourriture, et en fait répondent à tous les besoins élémentaires de Maslow. La question qui vient après à s'ajouter à ça, c'est de savoir, est-ce qu'en fait, les frontières ne sont que construction humaine et où s'arrêtent nos expériences qui nous illusionnent sur une identité, une culture, une religion et ce qui peut suivre même jusqu'au point de la famille. Puisque quand on remonte à nos ascendants, on voit que un père, une mère, jusqu'à ce phénomène tout récent de PMA, GPA, on avait donc un modèle tout à fait naturel, ce qui signifie que pour un descendant, on en a deux autres, voyez-vous. Et que pour les deux, on en a encore deux autres. Donc déjà, on commence à monter. Or, on sait qu'à d'ancienne époque, il y avait moins d'habitants sur Terre qu'actuellement. Ce qui veut dire que nous avons des ascendants communs et à partir de là, voir qu'est-ce qui a été de l'ordre du métissage ou non, les croisements, les flux de population et où ça s'est arrêté, à quel point ça s'est sédentarisé. Et à partir de ces phénomènes, l'interrogation qui me pousse, au niveau des livres religieux, notamment la Bible, pour moi qui suis chrétien, et le chrétien n'est pas que catholique, orthodoxe ou encore protestant si je puis dire, c'est un ensemble qui s'appuie et qui ne changera pas sur cet élément, l'Ancien et le Nouveau Testament, avec différents évangiles. Alors, la question qui m'est venue, on sait qu'Adam, il est dans le jardin d'Éden. Et ce jardin-là n'est pas un paradis extraterrestre, c'est-à-dire en dehors de notre planète bleue. Il est au niveau, on l'a vu, de la Mésopotamie. Il est à peu près situé vers cet endroit-là, fleuve de l'Euphrate, fleuve du Tigre, et ce qui s'ensuit. Alors, la question qui vient se poser, si Adam était là-bas, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait eu d'autres Adams de différentes communautés, avec la même histoire de Ève également effectuée de l'intérieur, et qui permettait en fait les croisements de population. Auquel cas, où s'arrête l'interdiction entre guillemets du métissage. Je pense qu'il y en a certains qui peuvent décrocher, rester concentrés. Vous allez voir. Imaginons, et c'est là où je rentrais dans la métaphysique, qu'est-ce qui est réel ou qu'est-ce qui ne l'est pas, où s'arrêtait le projet de Dieu et où nous, par nos interprétations, sensations, on l'a détourné et on a voulu s'exclure quelque part par orgueil et je sais ce qui est mieux pour moi que mon créateur. Je me détache, telle une créature, telle quelque part ce qu'on pourrait voir avec le docteur Frankenstein qui, alors je compare pas Dieu à ça, mais qui, voyez-vous, veut donner vie et espère qu'il y aura quelque chose alors qu'il n'y a pas d'âme. Et là, Dieu, lui, il sait, il est tout puissant. Donc il a doté l'homme de l'âme et pourquoi pas de l'esprit. Est-ce qu'on est dans une chose trinitaire ou bien est-ce que la Trinité, elle, est un système
du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc du Créateur, d'une création et d'une seconde création qui vient et qui intervient juste après pour que la première création, qui en l'occurrence, pour ma part, au vu de ce que je peux penser, serait le Christ, Fils de Dieu. Vous voyez, l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Alors à ce moment-là, je me suis dit, donc, il crée quelque chose, mais quand on dit Fils de Dieu, c'est pas il obtient les mêmes pouvoirs, etc. Donc ça entame encore d'autres démarches dont je ne peux pas parler aujourd'hui. Mais ce que j'entendais par là, c'est de dire, donc imaginez qu'on n'est pas dans la théorie de l'évolution de Darwin, où il manque plein de maillons, et où avec plaisir, on reviendra sur un excellent livre. Je ne peux pas le faire aujourd'hui parce qu'il est très complet sur l'ADN, AC, GT, sur bien d'autres choses encore, dans les gènes, combien nous avons de lettres, notamment qui sont constituées pour l'humain, pour les plantes, pour les microbes et bien d'autres choses. Et dedans, on aperçoit qu'il y a ce qui s'appelle la mutation. C'est-à-dire que tu as, que je ne dise pas de bêtises, les G avec les A et les T avec les C, normalement. Donc les lettres, en fait, vous voyez, guanine, acétane, oui, c'est ça, c'est adénine, cytosine, et il m'en manque une, bref, vous voyez où j'en viens. Ce sont des paires qui vont ensemble. Or, au vu des reproductions, qu'elles soient d'ARN messager, de protéines et de bien d'autres choses de l'ordre biologique, on a des mutations et donc des lettres remplacées par d'autres, et des fois, des attachements qui ne devraient pas. Voyez-vous, parce que la nature est comme ça. Et donc, il y a cette idée-là d'une sorte de reprogrammation et de croisement de différentes variétés qui vont permettre de développer les insectes, les animaux, jusqu'à l'aboutissement de l'humain qui lui-même n'est pas une fin constituée, mais qui continue un progrès et une adaptabilité à l'environnement qui lui-même se remodèle. Et donc, on en arrive à ce qui existait hier n'est plus vraiment aujourd'hui, il est en version améliorée ou a disparu, sélection naturelle, ce genre de choses. Et je vous avais déjà un peu expliqué ma pensée sur ça. Avec, je crois qu'on avait pris, c'était Engels, il me semble, ou Engels, un des deux, qui disait qu'on n'est pas le même hier qu'aujourd'hui et que demain, quelque part. Parce que nos pensées seront amenées à évoluer. Pourtant, on sera toujours avec la même personnalité, notre propre esprit ou non, si on est croyant, et on se remet à ce moment-là à la méditation. On en vient à douter de ce qui existe ou non, de ce qui est conclu dans le temps ou ce qui viendra à s'axer et s'améliorer. Et c'est aujourd'hui le sujet. Ce qui m'a amené après, vous comprenez, de cette immigration, des croisements, et aujourd'hui on n'en veut plus, on veut limiter, et c'est où placer la barre, qui dérape ou non d'ailleurs, sur le projet de Dieu, sur un processus de reproduction, de croisement, de bien d'autres choses, pour éviter bien des drames. Et alors, la question qui, notamment, vient se placer sur la table et nous interroge tous, c'est est-ce qu'en restant trop dans notre communauté, c'est-à-dire groupe de blancs, groupe de noirs, groupe d'arabes, groupe d'asiatiques, vous voyez, on peut comme ça tous les énumérer, on n'en vient pas finalement à un système ayant nos ascendants qui sont à peu près en commun, d'une formule, on va dire, qui est un peu dérivée, mais de consanguinité, la consanguinité où finalement on est une sorte de grande famille. Donc soit on fait ça et on dérape en ne faisant pas progresser les croisements qui permettent justement de sortir de ce schéma-là, ou bien Dieu voulait justement qu'on reste unis entre guillemets par communauté, parce qu'il avait élaboré pour qu'on puisse avoir des cultures différentes et bien des choses. Ce qui m'a emmené après à me dire toute la pigmentation, et qui ne réside pas que sur ça, il y a la craniométrie, il y a bien d'autres choses qui en dérivent après de ce qui s'appelle l'anthropobiologie, qu'on a vu avec le docteur René Martial. Ne nous éloignons pas. Nous étions sur l'ordre de la vision et ce que le monde peut nous renvoyer en reflet, en couleur, en images, en nuances, et quelque part ce que nous-mêmes nous projetons au niveau de notre environnement. Ce qui m'a conduit à Diderot, puisque dedans, au début, il est inscrit ceci. La lettre sur les aveugles est centrée sur une question qui fascinait les penseurs de l'époque. Un aveugle de naissance
Sachant reconnaître par le toucher des formes géométriques, les reconnaîtrait-il sans hésitation si, d'un coup, il recouvrait la vue? Il nous semble à présent qu'une telle interrogation est pour une large part artificielle et ne constitue pas réellement une expérience cruciale. Si l'époque de Diderot voit autrement la situation, c'est en raison de l'impact de la philosophie empiriste développée notamment par Locke et ensuite par Hume. Selon ces philosophes, rien ne peut exister dans notre esprit qui ne provienne du monde extérieur et donc qui soit passé par nos sens. Nos idées proviennent, directement ou indirectement, de ce que nous avons vu, goûté, touché, entendu, etc. Ce que résume la formule célèbre Nihil in intellectu nisi cod ferit prius insensu. En français, il n'y a rien dans l'esprit qui n'était auparavant dans la sensibilité. Or, dans cette perspective, l'image du carré ou du triangle telle que la vision les fait percevoir n'a jamais pu se former dans l'esprit de l'aveugle. Alors dans l'esprit de l'aveugle, comment il peut se représenter un autre humain qui serait d'une pigmentation différente? Comment, dans, quelque part, son appréhension du monde, il peut voir également les cultures différentes ou les frontières ou ce genre de choses? Lui parler de frontières, ça représente quoi au juste? Pour nous, qui sommes voyants, on sait très bien la construction humaine que ça constitue. Les délimitations, une carte, à partir de cet endroit-là, tu es dans telle région, on en fait redécouper le monde, on l'a mappé quelque part. Comme pour le cerveau, il y a différents mappings, il y a des couches, on va dire, avec des constructions, la façon dont on apprend le monde, l'écriture, les mathématiques et bien d'autres choses. Ce qui renvoie à ce moment-là aux méditations de Descartes sur la métaphysique. On s'en remet à qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui n'existe pas. Et alors, suis-je trompé lorsque je viens, par exemple, à montrer du doigt certains hommes politiques en col blanc ou encore d'autres qui sont issus de l'immigration et qui profitent? Suis-je dans une illusion lorsque je voudrais placer seulement une communauté sur des méfaits? Et au contraire, est-ce que des statistiques ethniques et bien d'autres choses poussées, mais qui sont accessibles que par le voyant, voyez-vous, peuvent nous faire comprendre qu'en fait, ce n'est même pas quelque part un mauvais esprit ou ce genre de choses, c'est la vision qui crée la jalousie. C'est la vision qui peut créer le crime. C'est la vision en fait qui amène à bien d'autres choses, l'orgueil, la consommation, la tromperie. Tu vois, un aveugle aura peut-être moins de consommation. Il sera moins porté dans les phénomènes de mode ou ce genre de choses. Parce que qu'est-ce que c'est pour lui? Il aura le toucher pour essayer de percevoir. Mais il n'ira pas comme ça dans l'excessif. Et à ce moment précis, dans la Sainte Bible, à Matthieu chapitre 5, verset 29, on se renvoie à cette vision qui fait pécher, qui trouble quelque part. Mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un de tes membres périsse et que tout ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. Ce qu'il est entendu par là, bien évidemment, ce n'est pas de s'arracher les organes et d'en venir à carrément se scarifier, se scalper, ce genre de choses, mais c'est pour dire que si pour toi, tu rentres dans un état de colère, de haine, tu as envie d'assassiner, tu as envie de vengeance, quelque part œil pour œil, dent pour dent, détache-toi. Tu es en train d'être désenchanté là. Ton âme n'est plus en train de t'habiter. Pourquoi? Parce que tu ne te remets pas en question sur ce que tu as appris ou non. Et c'est ça où on a une importance de toujours savoir avancer et de revenir dans l'hésitation. Je vais essayer de vous expliquer après pourquoi je suis arrivé par là, puisque actuellement j'ai des contacts avec certains qui sont, je vous l'ai déjà partagé, notamment dans les branches de métier du social, et il y a un basculement, un bouleversement, puisque les Français blancs ne sont pas les seules victimes de la voyoucratie, des racailles et de ce genre de choses. Il y a un laxisme qui est certainement voulu. Je ne peux pas en dire plus, encore une fois. Allons à la page numéro 30.
Je ne pourrais pas non plus vous partager où je travaille, puisqu'il y a toujours des saloperies sur Internet qui s'amuseraient à contacter tous ceux qui sont en lien avec ce que je vais pouvoir énumérer. Donc on va éviter. Page numéro 30. Descartes désigne dans l'épître par l'expression courante d'esprit fort, ce qu'on assimilait souvent à l'époque libertin, sceptique, athée ou déiste, bien qu'il s'agisse en réalité d'attitudes et de doctrines distinctes. Il constitue un deuxième groupe de personnes fondamentaux du texte, car c'est en partie pour eux que les méditations métaphysiques sont écrites. On les appelle esprits forts, parce qu'ils considèrent que, munis de leur seule raison, ils peuvent juger toute chose, y compris en matière de foi. Ces personnes qui se pensent supérieures. Bref, ils croient en la force de leur esprit, ni Dieu, ni maître, ou encore ma religion au-dessus de la tienne. Pourquoi sont-ils le plus souvent sceptiques ? Parce que la force de l'esprit s'illustre chez eux par une recherche constante de nouvelles raisons de contrebalancer et de remettre en cause ce qui avait d'abord été établi et jugé vrai. Pour un chrétien, qu'est-ce qui atteste des bonnes actions du Christ ? C'est pas de dire je veux voir, vous voyez, c'est à nouveau, on est dans cette dimension-là. Le Christ, il disait, heureux celui qui n'a pas vu et qui croit. Et pourtant, il a quand même accompli certaines missions et certains miracles à la vue de tous pour être suivi, ou qui est un relais de ce qui était permis non pas forcément en sa propre puissance, mais en celle du Père, le Créateur. J'agis toujours au nom du Père qui nous disait. On aboutit donc à une indécision éternellement recommencée, un doute sciemment entretenu et muet en mode de vie intellectuelle. Descartes dialogue implicitement avec eux dans les méditations, car leur argument, souvent rebattu depuis l'Antiquité, les illusions des sens, la relativité des coutumes, l'indistinction entre rêve et réalité demeurent toujours puissants. Et c'est à partir de ces philosophies, entre autres, qu'on en arrive à ce verbe être, je suis. Je pense, donc je suis. Et certains ont dit c'est idiot. Ça ne veut rien dire. Quand on s'en remet à un autre livre, qui s'appelle Les Africains en France, on voit notamment que les Sénégalais, mais c'est pas les seuls, avec leurs voisins de pays africains, avaient majoritairement le verbe avoir. Et donc il y avait un langage spécifique qui était utilisé au lieu de dire je suis ou ce genre de choses, c'est avoir qui est utilisé en verbe. Ce qui certainement est en relation avec les philosophies de l'époque et qui interroge sur la façon d'être. Quelle est cette identification ? Est-ce que c'est seulement une personnalité ? Est-ce que c'est un attachement à une dimension puissante telle l'esprit ou l'âme ? Pour Descartes, l'âme et l'esprit sont la même chose. Et il reviendra sur l'attachement ou non à ce qu'on peut appeler le matériel, c'est-à-dire le corps biologique. À la page numéro 32, il parle des rêveurs et fous dans la première méditation. Le thème du rêve est en effet un thème sceptique traditionnel. Il a été repris et revivifié par l'esthétique dite baroque au XVIe et XVIIe siècle. Si l'on cherche des marques assez certaines, des indices concluants permettant de distinguer la veille du sommeil, on se rend compte qu'ils sont tout sauf évidents. Qu'est-ce qui relève de ton inception quelque part, de ton plongeon dans le subconscient, ou non d'ailleurs, en tout cas une partie de ton cerveau qui change d'un coup d'onde, et dans cet état de sommeil, tu peux revoir des choses de la journée, mais à la fin, qu'est-ce qui relève de la réalité ? Lorsque je suis debout, lorsque là par exemple je suis avec vous en train d'échanger, en action, à lire, ou encore à aller travailler, c'est le vrai monde ou c'est dans mon rêve ? Quel vrai monde ? L'interrogation est posée en tout cas. Donc le film, quel est Inception, l'idée même du rêve, dans le rêve, qui te ramènerait encore dans des choses bien plus profondes. Suis le lapin. Dring. Le réveil est là pour tout de même te ramener à cet état qui dure le plus. Le rêve, en effet, peut développer de riches registres d'émotions et de réflexions. Il peut donner un sentiment de réalité très fort. Je peux faire des mathématiques en dormant. Et de fait, dans mon sommeil, 2 et 3 font 5. Que je dorme ou que je sois éveillé. Et dans ce cas, le plus courant, le rêve se distingue d'autant moins de la veille qu'il reproduit des situations et des pensées proches de celles existant à l'état éveillé.
Et certains tentent même d'écrire leurs rêves pour replonger dedans et améliorer ou non le décor, une fin tragique, la transformer et essayer de la reporter. Et vous voyez, l'élément qui te faisait basculer de tes cycles 2 heures dans le sommeil profond, il y a une chute. Soit tu te fais dévorer par un animal, soit tu te réveilles en sursaut. Il y a plein de situations possibles. Lorsqu'au contraire, et donc celui qui arrive à maîtriser son état de conscience, son cerveau, il revient, il améliore à chaque fois le décor. Et après, faut avoir poussé la chose. Il y en a plein, ils s'endorment, ils se rappellent même pas avoir rêvé. Ce qui est possible aussi. Et pourtant, ils ont eu comme ça des réalisations, des choses imaginaires. Dans les deux cas, le rêve emprunte des données à la réalité qu'il travaille pour créer un tableau qui a sa logique propre, qui a donc l'apparence d'une certaine cohérence. Tout comme la sirène, composée d'éléments disparates, trouve une certaine unité, une certaine cohérence apparente sous le pinceau du peintre. Ce que je prends pour une méditation pourrait n'être qu'un rêve. Le méditant pourrait n'être qu'un rêveur. Il pourrait même être un fou. Hypothèse avancée par Descartes, le temps d'un paragraphe au 4e paragraphe de la première méditation. Car certaines fausses certitudes ont une force de persuasion extrême qui fait vaciller la frontière entre délire et réalité. Ce qui a d'ailleurs agi sur certains qui, en regardant trop de contenu de science-fiction, complotiste ou non, peu importe, ils en sont venus à voir des extraterrestres. Ce qui donne des témoignages de certaines qui sont persuadées d'être sorties dans leur jardin et d'avoir vu des petits gris, ou encore d'autres, d'avoir été emportées dans un décor de soucoupe volante et à l'intérieur des expériences sur eux. N'est-ce pas le cerveau qui a trop travaillé, une récurrence dans les contenus consommés et qui en viennent à... Vous voyez, la barrière, comme un miroir. Mais là, c'est un miroir sur autre chose. Ton sommeil qui est en miroir avec la réalité. C'est compliqué. L'hypothèse de la folie est rapidement rejetée. Ces hommes qui se prennent pour des cruches ou des rois ne correspondent pas à des expériences de pensée aisément transposables. On pourrait, avec grand plaisir, continuer la lecture, mais je vous emmène à la page 67. Abrégé des 6 méditations suivantes. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la toute première. Dans la première, je mets en avant les raisons pour lesquelles nous pouvons douter généralement de toutes choses, et particulièrement des choses matérielles. Au moins, tant que nous n'aurons point d'autres fondements dans les sciences que ceux que nous avons eus jusqu'à présent. Or, bien que l'utilité d'un doute si général ne paraisse pas d'abord, elle est toutefois en cela très grande, qu'il nous délivre de toutes sortes de préjugés et nous prépare un chemin très facile pour accoutumer notre esprit et à se détacher des sens, et enfin, en ce qu'il fallait, qu'il n'est pas possible que nous puissions plus avoir aucun doute de ce que nous découvrirons après être véritables. Il faut ne pas non plus faire perdurer cette remise en question. Parce qu'à la fin, si tu penses que ton voisin n'est pas réel et que tu veux faire comme dans Grand Theft Auto ou dans un autre jeu vidéo avec énormément de violence ou Orange Mécanique, tu verras qu'il était bien réel, que sa souffrance était là, que les coups portés ont derrière eu des conséquences. Et en auront même pour ta propre personne, ce qui d'ailleurs peut amener après à bien d'autres choses. Donc il faut une limite. Remettre en question, se séparer des préjugés, de ses expériences de vie. Élargir le spectre. Dans la seconde, méditation, l'esprit, qui usant de sa propre liberté, suppose que toutes les choses ne sont point de l'existence desquelles il a le moindre doute, reconnaît qu'il est absolument impossible que cependant il n'existe pas lui-même. Ce qui est aussi d'une très grande utilité, d'autant que par ce moyen il fait aisément distinction des choses qui lui appartiennent, c'est-à-dire à la nature intellectuelle, et de celles qui appartiennent au corps. Mais, parce qu'il peut arriver que quelques-uns attendent de moi en ce lieu-là des raisons pour prouver l'immortalité de l'âme, j'estime les devoirs maintenant avertir. Qu'ayant tâché de ne rien écrire dans ce traité, dont je n'eusse des démonstrations très exactes, je me suis vu obligé de suivre un ordre semblable à celui dont se servent les géomètres. Savoir est,
d'avancer toutes les choses desquelles dépend la proposition que l'on cherche, avant que d'en rien conclure. Or, la première et principale chose qui est requise que de connaître l'immortalité de l'âme, et d'en former une conception claire et nette, et entièrement distincte de toutes les conceptions que l'on peut avoir du corps, ce qui a été fait en ce lieu-là. C'est pour ça que la méditation, à défaut d'un enseignement universitaire ou d'un autre cursus de formation, même théologique, est ta propre recherche. Pour ce faire, il est bien quand même d'avoir les meilleurs éléments en main. Comprendre les questions, on va dire comment les établir. Ça t'amènera à avoir un esprit de curiosité. Peut-être que tu feras une méditation quand on aura 18, une autre qui suivra la même année ou peut-être 10 ans après, et par ces progressions du vocabulaire, de l'enrichissement du passé, lorsque tu retourneras dans les moments de réflexion, elles seront encore plus profondes. Et ça te ramènera à l'essentiel, le langage. C'est l'héritage. Au début était le verbe. Et le verbe, pas seulement comme on peut le parler et le pratiquer en tant qu'être humain, à ce qui se situe dans toute chose autour de toi. A, T, G, C. Après, il y a les U également et bien d'autres choses qui ramènent aux ARN messagers. En fait, à l'ordre de vie. Cet ordre de vie qui est d'ailleurs bien organisé. Selon certains, c'est le grand architecte. Selon d'autres, c'est la nature pure. On retrouve d'ailleurs dans Diderot l'idée de Voltaire qui est un dieu, l'idée qui est portée par d'autres, que je me souvienne, parce que j'ai pas tout en tête non plus. Voilà, à l'opposé de Voltaire qui est profondément convaincu de l'existence d'un dieu architecte et créateur du monde naturel, on a un Rousseau qui lui célèbre l'être suprême et un Diderot qui ne voit dans la nature qu'un assemblage temporaire d'atomes destinés à se disperser. Cycle de vie qui reviendront au nom à, je crois qu'on appelle ça une sorte de, c'est pas une rétrospective, c'est, il nous en parle en plus dans le livre de Soros, la réflexivité, il me semble. Tu étais à un point de départ, tu as progressé, tu as avancé, tu t'es dirigé vers plein d'endroits et puis est venu le moment où, au point de départ, qui retourne. Et ça ramène à nouveau à cette belle conception de la Bible. Ce qui est poussière retournera cette matière. Ce qui était intéressant n'est pas l'argile et la façon dont était constitué l'humain par le potier. Vous voyez ? C'est ce qui contenait. Vous voyez, c'est le contenu plutôt. Et le contenu, c'est quoi ? C'est ce qui ramène à l'esprit et l'âme, ton être profond, qui n'est donc pas seulement rattaché au biologique. Il est enrichi quelque part, il passe par une phase d'expérience depuis tes différentes sensations, tes organes, bien d'autres choses, ce que tu vas pouvoir engager avec les autres êtres humains, les autres créatures d'ailleurs, et même la nature, le végétal également. C'est comment tu vas agir, interagir. Et là, tu casses toutes tes certitudes. Toi qui pensais, oui, je suis héritier de la France et bien d'autres choses encore. Qu'est-ce que c'est que ça déjà ? L'histoire, comment elle s'est écrite ? Les hommes qui l'ont fait, n'ont-ils pas récupéré ce qui préexistait ? L'ont-ils enrichi ou non ? Telle la méditation première dont on parlait, plutôt celle qui va suivre après, avec le penseur fou. Celui qui veut mettre son rêve et la réalité, qu'est-ce qui relève l'un de l'autre. Le moment éveillé, le moment endormi. J'espère que vous arrivez à suivre. Je ne peux pas forcément être des plus explicites, je ne suis pas un philosophe, mais ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai lu quelques-uns de ses écrits et de ses philosophies, et je peux bien voir avec certitude que ce n'est pas juste un Diderot seul qui a été efficace. Ce n'est pas juste un Descartes. D'ailleurs, lui, il va le reconnaître. Il va dire qu'il reprend certaines choses qui existent, mais il veut que le meilleur. Et il va essayer de l'augmenter. Mais c'est là où aujourd'hui on n'en arrive plus à avoir des... C'est pas des maîtres à penser, vous voyez, c'est des philosophes. On a quand même André Comte-Sponville et quelques-uns qui sortent du lot.
Mais ils veulent faire à leur sauce parce qu'on est tombé dans un état d'orgueil. On a tellement appris que c'est moi je sais. Je ne remets plus rien en question. Je ne m'oriente même plus vers ce que par exemple Marx pouvait partager pour tout ce qui relève de la machinisation. En l'occurrence, les tas de processus qui ont emmené aujourd'hui à avoir des usines automatiques. À l'époque, c'était les machines de tissage. D'ailleurs, en France, on était quand même assez révolutionnaire dans le domaine. Mais tout ça a été permis par bien d'autres branches. Pour en revenir à notre écrit et à notre Descartes, loin des tarots qui pourraient être tirés, loin des fumeurs de tarots ou autres consommateurs, on sort des drogues et on s'élève un peu. Voyez-vous, on retourne déjà dans une métaphysique de dualité. Pourquoi pas pour accéder après par un petit tremplin à la Trinité, comme je l'avais inscrit. Mais parce qu'il peut arriver que quelques-uns attendent de moi en ce lieu-là des raisons pour prouver l'immortalité de l'âme, j'estime les devoir maintenant avertir qu'ayant tâche de ne rien écrire dans ce traité dont je n'eusse des démonstrations très exactes, je me suis vu obligé de suivre un ordre semblable à celui dont se servent les géomètres. C'est ce que nous avons vu précédemment. Il dit tout de même qu'il est requis, outre cela, de savoir que toutes les choses que nous concevons clairement et distinctement sont vraies, pas sombrer dans la folie, selon que nous les concevons, ce qui n'a pu être prouvé avant la 4e méditation. De plus, il faut avoir une conception distincte de la nature corporelle, laquelle se forme, partie dans cette seconde et partie dans la 5e et 6e méditation. Et enfin, l'on doit conclure de tout cela que les choses que l'on conçoit clairement et distinctement être des substances différentes, comme on conçoit l'esprit et le corps, sont en effet des substances diverses et réellement distinctes les unes des autres. Et ce que l'on conclut dans la 6e méditation, c'est bien cela. Et en la même aussi, cela se confirme de ce que nous ne concevons aucun corps comme divisible, au lieu que l'esprit ou l'âme de l'homme ne se peut concevoir que comme homme indivisible, car en effet, nous ne pouvons concevoir la moitié d'aucune âme, comme nous pouvons concevoir du plus petit de tous les corps, en sorte que leur nature ne soit pas seulement reconnue diverse, mais même en quelque façon contraire. C'est fort. Cette partie de je ne peux pas me voir en fractionné, en de multiples identités quelque part, puisque l'âme est déjà assez difficile à trouver. À l'intérieur de nous, elle nous anime. Selon un des livres que j'ai, c'est de la glande pinéale dont il est question. Pour d'autres, ça sera autre part. Je crois même que Descartes, il en parle. Il dit dans le cerveau, c'est la glande pinéale, il me semble. Donc nous ne sommes pas indivisibles. L'homme est un, entre guillemets, et unique, même s'il appartient par contre à une espèce, à une communauté humaine. Page 81. Tout ce que j'ai reçu jusqu'à présent pour le plus vrai et assuré, je l'ai appris des sens, ou par les sens. Or, j'ai quelquefois éprouvé que ces sens étaient trompeurs. Et il est de la prudence de ne se fier jamais entièrement à ceux qui nous ont une fois trompés. Il reviendra aussi, je crois, sur la sensation de ce membre fantôme. Tu n'as plus un bras, par exemple, mais tu as l'impression qu'il est encore là. Alors, comment c'est possible si ta biologie relève de quelque chose de plus puissant, entre guillemets? Et il y avait un autre exemple que je n'ai plus en tête. Mais, encore que le sens nous trompe quelquefois touchant les choses peu sensibles et fort éloignées, il s'en rencontre peut-être beaucoup d'autres, desquels on ne peut pas raisonnablement douter, quoique nous les connaissions par leurs moyens. Par exemple, que je sois assis, ici, assis auprès du feu, vêtu d'une robe de chambre, ayant ce papier entre les mains, et autre chose de cette nature. Et comment est-ce que je pourrais nier que ces mains et ce corps-ci soient à moi? Si ce n'est peut-être que je me compare à ces insensés, de qui le cerveau est tellement troublé et offusqué par les noires vapeurs de la bile, qu'ils assurent constamment qu'ils sont les rois lorsqu'ils sont très pauvres, qu'ils sont vêtus d'or et de pourpre, lorsqu'ils sont tout nus, ou s'imaginent être des cruches, ou avoir un corps de verre. Ce qui ramène au wokisme, avant sa nouvelle génération et son remake avec plein d'acteurs différents, l'autre qui se prend pour une éponge, l'autre qui va te dire « mais qu'est-ce qui te fait dire que je suis un homme ?» Tout un tas de profils vraiment assez drôles. Mais quoi? Ce sont des fous?
et je ne serais pas moins extravagant si je me réglais sur leur exemple. Toutefois, j'ai ici à considérer que je suis un homme, et par conséquent que j'ai coutume de dormir et de me représenter en mes songes les mêmes choses, ou quelquefois, de moins vraisemblables que ces insensés lorsqu'ils veillent. Combien de fois m'est-il arrivé de songer, la nuit, que j'étais en ce lieu, que j'étais habillé, que j'étais auprès du feu, quoique je fusse tout nu dans mon lit. Il me semble bien à présent que ce n'est point avec des yeux endormis que je regarde ce papier, que cette tête que je remue n'est point assoupie, que c'est avec dessein et de propos délibérés que j'entends cette main et que je la sens. Ce qui arrive dans le sommeil ne semble point si clair ni si distinct que tout ceci. Je pourrais vous le présenter intégralement dans une prochaine vidéo, mais ceci était là pour faire comprendre que défendre, par exemple, le peuple résultat français, qu'est-ce que ça représente? Suis-je entré dans un état de folie imaginaire à vouloir une représentation et à ce qui se serait stabilisé, et aujourd'hui en voyant un grand remplacement, ou au contraire, je suis dans la réalité, mais pour ça j'ai dû d'abord me remettre en question sur ce que j'étais moi-même, ce qui me fait percevoir le monde. Est-ce que toute cette couleur, entre guillemets, toutes ces cultures que je peux apercevoir, étant aveugle, j'aurais réagi de la même manière? Et derrière, il y a des tas de questions encore. Ce qui montre, une fois tout ça, on va dire, ces interpellations et pourquoi pas ces solutions, ces réponses apportées et qui mèneront encore à bien d'autres recherches, ce qu'on pourrait appeler la recherche-action. Vous voyez, c'est par tâtonnement. Ok, j'ai obtenu ça, je comprends un certain héritage, mais ma mission n'est pas terminée. Je ne suis pas dans un truc messianique, hein. Mais en tout cas, ma route, c'est pas parce que c'était un cul-de-sac ici que je n'ai pas le droit de rebrousser chemin et voir où bien je devais m'établir là. Et la sédentarité, vous voyez, ça y est. Je pensais mon objectif un peu plus lointain et pourtant, c'est ici que je dois établir le camp. Eh bien, ce que je vous disais, puisque maintenant que je retourne dans la réalité, je mets mes pieds sur terre, je comprends bien que je suis réel, qu'un tel et un tel sont bien là, et que ce que j'observe n'est pas de l'ordre fantasmatique ou encore, ce que je crois on dit même fantasmagorique, si je ne dis pas de conneries, d'une fiction, en tout cas de choses qui ne seraient pas réelles. Ça y est, me voilà enfin de retour dans le concret. Donc, ce que je vous disais sur ces mouvements migratoires, les déstabilisations de l'Occident, de certaines opérations, mais aussi des malversations au sein de leur propre peuple, notamment de pays africains, m'avait amené à dire qu'en France, on privilégiait les autres avant les nôtres, ce qui est une totale réalité, et on peut l'observer ne serait-ce que par les HLM. On apprend là récemment, et je vous partage, et c'est pas médiatisé, on se demande où sont passés les journalistes, que oui, dans notre... Alors c'est pas oui, les belles aventures, non, c'est oui, je confirme que dans notre France, dans différentes villes, des logements sont laissés vides, calfeutrés quelque part, mis en tout cas sous scellés avec des portes bien sous soudure, pour qu'il n'y ait pas de squat. Ces lieux n'étant plus habitables à cause de quoi? De l'insécurité, de dealers et de bien d'autres choses. Je ne vous partagerai pas pour l'instant, j'attendrai d'avoir ma fin de mission dans quelques mois pour vous expliquer ce que j'ai vu dans ce milieu-là, on va dire. Ça va faire bouger certainement. Je vais essayer en tout cas d'organiser des choses. Ça prouve donc qu'il y a bien une insécurité, que ce n'est pas comme le disait notre ministre de la sécurité d'ailleurs, en tout cas de la justice, Dupond-Moretti, l'honteux personnage, l'ogre, le ténébreux, qui avait déclaré que ça relevait comme ça, c'était une sensation, quoi. Oui, il y a une sensation d'insécurité, une sorte d'émotion quelque part, on s'est détaché de la raison. À ce qu'est ce monde qui sombre. Je vais d'ailleurs je vous dirai ça plus tard. Je suis un peu déconstruit ce soir, voyez-vous, décousu. Je sors du taf, donc j'essaye de faire les choses bien. Surtout que ce week-end, j'ai pas mal de déplacements de prévus. Mais c'était pour ramener à ce que je vous avais déclaré, vous savez, sur ces quartiers qui favorisent d'un coup le trafic de stupéfiants et surtout le proxénétisme.
le trafic d'êtres humains. Avec des jeunes filles, aujourd'hui, ils s'en foutent, ou même ils vont se servir à l'étranger et les importent ici. Eh bien, Maxime Tandonnet nous écrivait déjà ça en 2005 ou 2007, je ne sais pas exactement de quand date ce livre. Il faudrait que je regarde d'ailleurs, souvent écrit à la fin. 2003, j'étais encore passé au-dessus. Et il dit, il a interrogé déjà sur les frontières. Moi, je vous ai abordé la chose par le spectre visuel, ce qu'on a établi par Descartes, le redécoupage. Et les conquêtes, d'ailleurs, hein, tout au long de l'histoire, c'est comme ça qu'on... Il y a ceux qui font partie du peuple et les barbares, ceux qui parlent la langue ou non, et l'étendue des contrées. Et quelque part, on est missionnaire, on doit, voyez-vous, exporter la religion, la culture et bien d'autres choses, les us et coutumes. Alors derrière, il est question de voir qu'au vu des êtres humains qui, quand même, sont déplacés massivement, doit-on abolir les frontières? Y a-t-il à ce moment-là un droit suprême de l'être humain sur celui des États? Ce qui a amené à tout un travail sur les clandestins, sur les libertés fondamentales de s'installer dans le pays de son choix, donc ça c'est du point de vue philosophique. Mais dans la réalité, aucun État ne peut se permettre de recevoir un flux illimité d'étrangers puisqu'il faudra lui accorder les mêmes droits. Accès au logement, à la nourriture, éviter les bidonvilles, les gens qui crèvent de maladies et bien d'autres choses. Or, les ressources sont tout de même limitées. Les personnels sont déjà à flux tendu. Comment accueillir plus de personnes quand les autochtones eux-mêmes n'arrivent plus à accéder à leurs propres droits et pourtant on continue à cotiser, être à la vache à lait et toutes les mamelles sont déjà tirées, il y a déjà des gens en train de s'abreuver et plus que nécessaire en train d'épuiser quelque part l'État. Alors, il était question de l'accueil par exemple d'un travailleur immigré et de la conception de combien il faudrait dépenser pour lui permettre l'accès au logement, aux soins, à l'école, aux besoins d'ailleurs, ou en tout cas des formations. Bien, il est dit, un travailleur immigré qui vient, et on ne parle pas d'un feignant, d'un travailleur, il nous coûtera 4 fois ce qu'il produit, le temps de l'insérer. S'il fait maintenant un rassemblement familial comme c'est permis depuis 1974 et la ratification de Genève quelques années auparavant, ça coûtera entre 10 et 20 fois. Vous doutez bien que les ressources n'étant pas illimitées, un flux migratoire doit bien être avec des quotas. C'est un constat tout à fait logique. Or, quand tu le dis, tu es traité de fasciste, d'extrémiste, ou de raciste, ou d'islamophobe, même quand tu viens à décrire une situation où l'islam est la bienvenue en France, pourtant terre chrétienne quand même, et au vu de ce qui est écrit dans leur sourate, notamment 9, verset 30, on serait en droit légitime de dire on est désolé, que vous pratiquez chez vous, c'est très bien, chez nous, malheureusement, vous ne pouvez le faire puisque nous sommes des héritiers de l'Église. Et pourtant, l'histoire, les venues de certains vaillants qui ont défendu aussi notre territoire ou qui ont eu peur de d'autres conquêtes de nazis ou de ce genre de choses, ont permis une partie de la libération, ont participé, on leur doit honneur et valeur leur étant reconnaissant. Donc l'islam a été bienvenu. On a la grande mosquée de Paris et bien d'autres endroits encore qui existent pour pratiquer le culte. Sauf qu'aujourd'hui, au nom de la pratique, de l'égalité et de bien d'autres choses, on en est venu maintenant à vouloir quelque chose d'illimité, de remplacement. Ce qui vient à nouveau à questionner. Sommes-nous légitimes ou non à vouloir à un moment une limite? Et je vous laisserai également y répondre, faire l'exercice. Là, je le fais un peu de tête, vous voyez, mis à part avoir ça qui relève de vraiment une phrase sur chaque livre, j'ai rien d'autre sous les yeux pour ce soir. Donc c'est pas un sujet que j'ai travaillé en profondeur, je suis encore à le construire. Mais derrière, ça a amené à voir qu'il y aurait une pénurie de logements sociaux. Plus l'insécurité, qui conduit à ce que je vous ai dit, à ce qu'il y ait certains immeubles carrément qui soient... ça y est, on a déplacé, on a fait... comment ça s'appelle déjà? Des gens qui font une demande de... je sais plus, comme une migration, on va dire, d'un bâtiment à un autre, quoi. Et derrière, on apprend à la page 75 qu'il y a une délinquance des mineurs qui fait de la prostitution notamment de mineurs, des gangs esclavagistes qui ramènent également à tout ce qui est des trafics de stupes. Vous doutez bien que ces gens-là ne seront pas dans un état primaire avec toute leur conscience, leurs compétences, ils vont être dans un moment secondaire. Soit comme des zombies, soit comme des harceleurs. Ils vont répondre à leurs pulsions, cette fois-ci de façon animale, entre guillemets.
ce qui va conduire à plus de violeurs, harceleurs, des personnes même, ne serait-ce que sans avoir touché par exemple la femme, sont en train de la suivre dans la rue, avec un regard qui lui-même, de sa propre perception, n'est peut-être pas méchant, vous voyez, là pour intimider, et pourtant, comme il n'a plus sa maîtrise, il est déjà là en train d'harceler. L'immigration illégale favorise également l'émergence d'une sous-société, ce qui va conduire à des bidonvilles et à bien d'autres phénomènes. Et pour vous dire que ça ne relève pas d'un racisme et que ce n'est pas un racialisme, le président du Sénégal, je vais aller quand même à la page 79 pour citer ce grand monsieur, qui était, je pense que ça a peut-être changé, monsieur Abdoulaye Wade, donc président du Sénégal, l'un des principaux pays sources des flux migratoires vers la France, qui ont quand même participé avec les tirailleurs sénégalais à repousser l'adversaire à l'époque. Et quand on dit tirailleurs sénégalais, ça inclut les Mauritaniens, ça inclut les Guinéens et bien d'autres encore. Lorsqu'il met en évidence les dangers de l'immigration illégale au regard de l'intérêt et de la stabilité des États, je le cite, « Ce n'est pas aider 80% des Français qui ne sont pas racistes que de laisser aller les choses de façon tout à fait désordonnée et incontrôlée. Aucun État en Afrique n'admettrait ce genre de situation. » Fin de citation de ce grand président. Et on en a bien d'autres comme ça, bien évidemment. Vous vous doutez, quand un représentant, un politique africain, prend faveur pour un peuple qui, en Europe, il sera traité de bounty, de vendu, de corrompu et de tout ce qu'on peut voir aux alentours. Alors que c'est du bon sens. Maintenant, il lui faudrait favoriser que ces gens restent chez eux et que la France, n'ayant pas de pénurie de logements, de problèmes pour s'approvisionner dans l'alimentation, n'ayant plus des milliards à dépenser dans toutes les aides et on va dire dans s'essayer, je ne sais pas comment je pourrais formuler ça, mais pour les intégrer ou en tout cas les assimiler à la société, ce qui échoue bien souvent par les associations et à coups de milliards chaque année, les réseaux de passeurs, la traite d'êtres humains, tout ça prendrait fin si on pourrait consacrer une partie de ce budget avec des vérifications dans les pays d'origine. Voilà, j'espère avoir été clair à peu près aujourd'hui, on est sur un petit format, n'hésitez pas à me faire un retour, on se retrouvera peut-être dans le week-end. Je vous souhaite en tout cas une bonne écoute sur les autres contenus que j'ai pu faire, et la vérité étant notre avenir, les valeurs étant ancrées, la victoire nous a assuré. Je vous dis à très bientôt.